Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo que je vous ai déjà fait une première fois, qui a encore une fois bugué. Donc je suis obligée de vous la refaire. Ce n'est pas grave, mais malheureusement, j'ai mangé mon chocolat. Et oui. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlogmas qui va être le 6e, qui sera sur mes flops de 2025. Et parmi ces flops, donc j'ai alors du côté sauvage de Tiffany McDaniel, qui n'a pas été une bonne lecture pour moi, et c'est un livre que je n'ai plus vu que je l'ai revendu. Ça nous parle de l'histoire de deux jumelles qui habitent aux États-Unis et qui n'ont pas une vie très facile, vu que leur mère est droguée, que leur tante vit avec elle et qu'elle est droguée aussi. Et donc, bien évidemment, elles vont avoir une vie un peu dissolue, vu qu'elles vont avoir les travers de leur mère, vu qu'elles vont se droguer également. Ces deux jumelles vont, par un concours de circonstances avec leurs amis, retrouver le cadavre d'une prostituée. Elles vont bien évidemment faire un signalement à la police. La police va essayer d'enquêter, mais vu que ce sont vu que c'est une prostituée qui est morte, ils ne vont pas vraiment bien enquêter, ce qui va décevoir les jumelles. Et donc elles vont essayer d'enquêter un peu de leur côté, voilà, et il y aura d'autres meurtres de prostituées, donc elles se demandent qui est responsable de ces meurtres. Et en fait, dans cette histoire, Tiffany McDaniel va nous expliquer, va nous raconter l'histoire d'un true crime, parce qu'il y a vraiment eu, voilà, le meurtre de ces prostituées. Et ces meurtres n'ont jamais été résolus. Donc elle va nous raconter cette histoire du point de vue des jumelles. Et donc on va vivre ce que vivent les jumelles et leur descente aux enfers. Ce livre ne m'a pas vraiment plu, car Tiffany McDaniel, comment dire, a beaucoup trop de noirceur dans ce livre. Voilà. À un moment donné, j'aurais aimé que les jumelles puissent éventuellement s'en sortir. Malheureusement, ça ne va pas être le cas. Et il n'y a vraiment que la fin qui m'a beaucoup plu, car à la fin, alors, oui, on n'a pas la résolution des crimes de ces prostituées, mais elle instaure un petit suspense vis-à-vis des jumelles, qui est très intéressant quand même dans le livre. Et à la fin, on comprend pourquoi elle nous a mis ce suspense par rapport à ces fameuses jumelles. Voilà. Mais pour moi, ça ne l'a pas fait. Beaucoup trop de noirceur, pas assez de... Voilà, j'aurais aimé qu'elle puisse s'en sortir. J'aurais aimé que l'histoire se fasse autrement. Malheureusement, c'est toujours la même recette avec Tiffany McDaniel, et c'est bien dommage. Surtout que Betty, son premier roman, m'avait beaucoup plu. Ça avait été un véritable coup de cœur. Ça l'avait un peu moins fait avec L'été où tout a fondu. Pardon. Mais là, avec Du côté sauvage, ça ne l'a pas fait du tout. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu aussi Le jardin des anatomistes de Noémie Adenis, aux éditions Robert Laffont, dans leur collection La Bête Noire. Ce livre ne l'a pas fait non plus. Alors, l'histoire se passe à Paris en 1673. On va faire la connaissance de Sébastien de Noaillat, qui est un personnage récurrent de l'autrice, et ça je ne le savais pas. Vu que l'autrice, là, Le Jardin des Anatomies, c'est son deuxième roman. Son premier, c'est Le Loup des Ardents, si je ne me trompe pas. Et donc, Sébastien de Noaillat est un personnage récurrent de Noémie Adenis. Et donc, on le retrouve dans cette histoire. Il est un herboriste de province. Il va atterrir à Paris pour rencontrer un éminent herboriste. Voilà, il a envie de lui donner ses écrits, car il a peut-être trouvé un
remède contre une maladie et il voudrait en parler à ce fameux herboriste. Mais cet herboriste est occupé à faire autre chose, donc grâce à un ami, il va visiter un peu Paris et il va avoir l'occasion de suivre un cours de chirurgie qui est donné dans le jardin, au jardin du roi. Voilà. Cette séance de chirurgie se passe dans un immense amphithéâtre où il y a plein d'élèves en chirurgie donc, qui viennent admirer le spectacle. Et donc, ce fameux chirurgien s'appelle Pierre Dionis et c'est un éminent chirurgien qui est reconnu par ses pairs et qui donne ces fameux cours de chirurgie. Sauf que des cadavres vont commencer à voir le jour et en fait, on va constater que les cours d'anatomiste ont été repris par rapport aux cours que donnait donc Pierre Dionis, voilà, ce qui va intriguer un enquêteur, voilà, qui va tout simplement se poser la question de pourquoi est-ce que ces cours de chirurgie sont repris par un tueur en série, hein, parce que il y a d'autres morts qui vont arriver au fur et à mesure de l'histoire. Et en fait, il refait en fait tous les cours d'anatomie, voilà, et en tuant ses victimes, voilà. Et donc, c'est grâce à Sébastien Denois-là que cet enquêteur va réussir à résoudre cette enquête, car Sébastien va tout simplement être aussi intrigué par ces morts, et il va être impliqué dans cette affaire par un concours de circonstances, car il y a un de ses camarades qui va être tué donc par ce fameux tueur. Voilà. Et donc il va vouloir enquêter, il va vouloir essayer de comprendre pourquoi est-ce que il tue par rapport aux cours de chirurgie qui sont donnés par Pierre Dionis. Cette histoire aurait pu être intéressante, les meurtres sont intéressants, l'enquête en elle-même, ça va, mais je n'ai pas vraiment eu d'attachement pour les personnages. Et le fait est que Sébastien est un personnage récurrent, ce que je ne savais pas. Et du coup, moi, ça m'a un peu perturbée au niveau de ma lecture, de savoir que c'était un personnage récurrent. Si j'avais lu le premier, j'aurais peut-être plus apprécié ma lecture. Voilà, malheureusement, moi j'ai lu ce roman sans avoir lu le premier tome. Donc si vous avez envie de connaître la plume de Noémie Adenis, n'hésitez pas à lire son premier avant de lire Le Jardin des Anatomistes. Voilà. Ensuite, j'ai lu le livre de Stephen King, Dolores Claiborne, aux éditions Le Livre de Poche. Voilà. Dans ce livre, pareil, là on est dans un huis clos, ça aurait pu me plaire parce que j'ai vu des commentaires qui avaient apprécié, des personnes qui avaient apprécié ce livre et qui mettaient des commentaires très très positifs. Malheureusement avec moi ça ne l'a pas fait, alors ça aurait pu le faire vu que c'est un huis clos. Nous allons faire la connaissance de Dolores Claiborne qui va être accusée du meurtre de son employeur, voilà, son employeur qui est une vieille femme acariâtre qui l'a employée pour jouer les gouvernantes. Voilà, donc elle fait la cuisine, elle fait le repassage, le ménage, voilà, plein d'autres choses. Et c'est à partir de ce moment-là que Dolores Claiborne va nous raconter donc toute sa vie. Voilà, sa vie avec son mari. Elle va nous avouer qu'elle a tué son mari. Voilà, elle va aussi nous dire dans quelles circonstances elle l'a tué, comment elle l'a rencontré, les enfants qu'elle a eus avec lui, sa vie avec son mari, qui n'était pas une vie très joyeuse, voilà. Sa rencontre avec son employeur, et comment est-ce que son employeur vivait, l'entourage de son employeur, etc., etc. Donc elle va nous raconter toute sa vie, et elle va nous avouer que ce n'est pas elle qui a tué son employeur, mais quelqu'un d'autre. Et à partir de là, donc l'enquêteur
va tout simplement comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Ça a été une bonne histoire, mais j'ai préféré le moment où Dolores était dans la salle d'interrogatoire avec donc le policier qui l'a arrêté et qui l'interroge. Voilà, j'ai préféré ces moments-là plutôt que quand elle racontait son histoire. J'ai trouvé quelques petites longueurs dans cette histoire, mais moi, les moments où elle était vraiment dans cette salle d'interrogatoire avec le policier, moi, ça m'intéressait plus parce qu'il y avait beaucoup plus de dialogue. Et voilà, et la vie de Dolores comment dire, est très intéressante parce qu'on se prend d'empathie pour cette femme qui n'a pas une vie très heureuse et qui a tout fait pour essayer de s'en sortir et donner une meilleure vie à ses fils. Voilà. Donc c'est pour ça que avec moi ça ne l'a pas fait du tout. Alors il y a pas tout n'est pas à jeter dans cette histoire. Il y a des bonnes choses à prendre, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux. Voilà, un peu plus de suspense, un peu plus de rebondissement. Voilà, il y en a pas eu assez avec moi. Donc voilà. Donc Stephen King, Dolores Claiborne aux éditions Le Livre de Poche. Ensuite, en troisième livre, j'ai lu le livre de John Grisham, Le Réseau, aux éditions JC Lattès. Donc là, c'est une suite de La Firme, mais vous pouvez lire Le Réseau indépendamment de La Firme. Si vous ne connaissez pas le livre ou le film La Firme, ça n'est pas dérangeant pour lire cette histoire. Donc nous retrouvons dans ce roman Mitch McDear, excusez-moi, qui travaille dans un cabinet d'avocat international. Il va être, donc à la demande de ses associés, il va accepter de partir en Libye pour une affaire assez spéciale, car il y a... alors, comment expliquer l'affaire? Il y a un ingénieur qui a été engagé donc, par le gouvernement libyen pour construire un pont. Voilà. Malheureusement, les Libyens n'ont pas été très honnêtes avec cet ingénieur. Ils n'ont pas payé ce qu'ils devaient à ce fameux ingénieur, car ils trouvent que le pont n'a pas été bien fait, qu'il a des défauts, etc., etc. Et donc cet ingénieur a fait appel donc au cabinet d'avocats de Mitch, voilà, cherchez le mot, de Mitch pour pouvoir régler le problème. Donc Mitch va être envoyé donc en Libye. Il va y aller avec une de ses collègues qui a envie de faire partie de cette histoire. Donc cette collègue habite à Londres, elle, voilà. Car le cabinet d'avocats est à Manhattan, mais ils ont d'autres filières dans d'autres pays, donc en Italie et à Londres. Et donc cette collègue, elle, vient du cabinet de Londres. Elle va partir avec Mitch en Libye. Et alors, ça va bien se passer au début, mais malheureusement, Mitch va tomber gravement malade. Voilà, apparemment, c'est d'après ce qu'il a mangé. Il va atterrir à l'hôpital en Libye. Malheureusement, l'hôpital ne va pas pouvoir faire grand-chose pour lui, donc il va être rapatrié à Manhattan. Sa collègue, elle va rester en Libye pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé par rapport à cette histoire de pont. Donc elle va y aller avec toute une escorte. Malheureusement, tout ne va pas bien se passer, vu qu'il va y avoir un enlèvement. Et c'est là que l'histoire va vraiment commencer. Donc Mitch va vouloir aider cette jeune femme à se sortir de cet enlèvement. Et il va devoir, se mettre en collaboration donc, avec Londres, l'Italie et donc son propre cabinet pour essayer de ramener le plus d'argent possible pour libérer cette femme. Sauf que Londres et l'Italie ne sont pas vraiment très
vraiment d'accord pour donner une rançon car la Libye fait partie des pays où il y a des terroristes. Et selon la loi, il n'est pas bon de donner de l'argent à des pays où il y a du terrorisme parce que l'argent pourrait être utilisé pour acheter des armes. Voilà. Et donc les pays ne sont pas très très chauds. Mais Mitch va tout faire pour essayer de sauver la vie de cette femme. Et nous, on va vivre toute cette affaire. Alors, point de vue juridique, c'était très intéressant. Mais c'est au point de vue rebondissement et suspense, je trouve qu'il n'y a pas assez de rebondissement et de suspense dans ce livre. Voilà. La fin tombe à plat, totalement. Avec moi, ça ne l'a pas vraiment fait. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne veux pas vous en dire trop pour ne pas trop vous gâcher votre effet. Mais si vous aimez John Grisham et si vous avez envie, peut-être, de voir quand même ce que ça donne, voilà, et bah écoutez, allez-y, essayez de vous lancer et vous me direz si c'est moi voilà, qui me fait des films ou si ce livre ne vaut pas vraiment le coup. Si vous êtes d'accord avec moi pour me dire que ce n'est pas vraiment le livre du siècle. Donc n'hésitez pas à lire ce John Grisham, donc Le Réseau, aux éditions J.C. Lattès. Et en dernier livre, donc c'est un livre que j'ai lu cette année, que je n'ai pas beaucoup aimé. C'est le livre de Chris Whittaker, Toutes les nuances de la nuit, que j'ai eu beaucoup de mal. Alors, c'est pas que j'ai eu du mal à le lire, c'est que je n'ai pas compris vraiment pourquoi Chris Whittaker nous avait fait un aussi gros livre. Alors, je n'ai plus le livre en main, car il doit être dans mes cartons. Voilà, mais Chris Whittaker, moi je l'ai connu avec son livre Duchesse, voilà, que moi j'avais adoré. Donc Duchesse, ça s'écrit D-U-C-H-E-2-S. Il n'y a pas de E au bout du S, du dernier S. Et moi j'avais adoré son livre, ça avait été un véritable coup de cœur. Et du coup, pour son nouveau roman, je m'étais dit, je vais me lancer dedans, on verra bien. En plus, il avait de très très bons retours, donc je me suis dit, je vais retrouver la plume de Chris. J'avais très très hâte de lire ce livre, et puis au final, ça ne l'a pas fait du tout. Pourtant, la quatrième de couverture me donnait vraiment envie. On est dans cette histoire avec un jeune homme qui n'a pas une vie facile, voilà. Il est élevé par sa mère, son père est décédé durant la guerre du Vietnam. Sa mère essaye de joindre les deux bouts comme elle peut. Malheureusement, elle est alcoolique, voilà, elle boit beaucoup. Donc ce n'est pas facile pour ce jeune garçon qui en plus a un handicap vu qu'il est borgne. Voilà, il a un œil en moins. Sa mère a fabriqué des cache-œils tous plus originaux les uns que les autres, et surtout un qui ressemble à un cache-œil de pirate, vu qu'il y a les deux, les deux os croisés, pardon, et avec la tête, le crâne de pirate dessus. Et il adore ce cache-œil là. Un jour, ce jeune garçon va au détour d'une impasse voir une de ses amies d'école qui est en train de se faire kidnapper tout simplement par un homme. Donc il va essayer d'attirer l'attention de ce kidnappeur. Il va réussir à attirer l'attention sur lui, sauf que donc à la place de cette jeune fille, ça va être lui qui va être enlevé. Il va, au bout d'un an, réussir à s'échapper de l'endroit où il a été kidnappé. Et il ne va avoir de cesse que d'essayer de retrouver la jeune fille qui était avec lui dans ce même endroit où il a été kidnappé et qui l'a aidé à survivre à ses 1 an de captivité. Sauf que les gens qu'il côtoie pensent que c'est son imagination qui lui joue des tours. Mais ce jeune garçon va tout simplement
au fur et à mesure des années, continuer à essayer de chercher des indices pour comprendre ce qui s'est réellement passé et qui est la personne qui l'a réellement kidnappé. Et aussi, s'il n'a pas tout simplement rêvé cette jeune fille qui l'a aidé à survivre à ces 1 an de captivité. Voilà. Et donc, nous, on va suivre ce jeune garçon qui va tout simplement grandir, prendre de l'âge, qui va devenir adulte et il va se passer des choses dans sa vie qui fait qu'il va devoir gérer plusieurs choses, mais il ne va, au cours de sa vie, ne cesser de chercher des réponses à toutes ces questions. Voilà. Il va contacter des familles qui ont eu leur enfant aussi enlevé de la même façon que lui, et donc il va essayer tout simplement de donner des réponses aux questions à toutes ces familles qui ont perdu des enfants qui ont été, comme lui, kidnappés, voilà, et qui n'ont jamais été retrouvés. Et nous, on va suivre toute cette histoire. Alors, ça aurait pu être très intéressant parce que le thème est intéressant, mais je trouve que c'est quand même assez plat. Voilà, il ne se passe pas grand-chose, sauf à certains moments, mais c'est surtout à la fin que c'est le plus intéressant, car on a la réponse à toutes nos questions. Mais le problème, c'est que la fin arrive à plus de 900 pages, et donc ça a été long. Ça a été long, lent, et je n'ai pas compris pourquoi Chris Whittaker avait mis autant de temps pour raconter son histoire. Voilà. Donc pour moi, ça ne l'a pas fait du tout. Après, si vous voulez lire un livre de Chris Whittaker, moi je vous conseille vraiment Duchesse, parce que là, ça avait été vraiment pour moi son premier et unique bon livre pour le moment. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai eu un coup de cœur pour ce livre. Donc, n'hésitez pas à lire Duchesse de Chris Whittaker. En tout cas, pour moi, son deuxième, ça ne l'a pas fait. Donc, je ne vous conseille pas vraiment de lire ce livre. Voilà. Voilà pour mes flops de l'année 2025. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, alors, comme c'est une revidéo que je vous la refais, je ne vous présente pas donc du coup le chocolat que j'ai mangé, vu que c'était le numéro 7. Hein. Attendez, le 7 il est où? Non, le numéro 6, pardon, excusez-moi, on est le 6. Le numéro 6, donc je l'ai lu et c'était, je l'ai ouvert et c'était un œuf que j'ai goûté et avec lequel je me suis régalée. Et maintenant, donc je vais vous lire la suite de l'histoire de Franck Tillier, donc le roman Mondi, son thriller de l'avant. Donc je l'ai donc ouvert. Donc c'est le 6. Donc là, ici. Voilà. Et nous allons commencer cette histoire. Donc, Naël a semé les policiers, mais ils ne doivent pas être loin. Il revient vers la lisière, évitant de s'enfoncer plus en profondeur entre les arbres. La forêt est immense, glaciale. Il n'est pas bon de s'y aventurer, surtout en pleine nuit. Certaines légendes disent que si on s'y engage un peu trop, elle mène vers l'enfer et qu'on ne peut pas en ressortir. Donc là, on a toujours pareil le lit de Naël. Et là, donc, on a Naël qui s'enfonce dans la forêt. Enfin, qui essaie de ne pas se foncer dedans. De trop s'enfoncer dedans. Naël veut bien le croire. Ces arbres torturés, ces troncs serrés, derrière lesquels peuvent se cacher les pires monstres. Il ignore combien de temps il marche. Il fait très noir et très froid. C'est comme si la mort rôdait, juste là, autour de lui. Ses jambes commencent à être douloureuses. Il est perdu, terrifié. Il va mourir ici, c'est sûr. Donc là, ici, on a la forêt, avec Naël ici, là. Là. Voilà. Qui s'enfonce. Mais d'un coup, l'espoir revient. Il finit par tomber sur une petite route d'où il aperçoit sur la gauche les lumières de la ville. En prenant la direction de la civilisation, il distingue soudain une maison peinte en bleu, en retrait de quelques mètres par rapport à la route. Des tuiles manquent dans la toiture.
Les carreaux des fenêtres sont cassés et du lierre monte sur ses murs comme pour l'étouffer. Une lumière brille à l'intérieur et Naël se demande si c'est une bonne nouvelle. Qui vit dans cette baraque qui a tout l'air d'être à l'abandon. Il hésite à poursuivre son chemin. Il sait que s'il rentre chez lui maintenant, les 2 policiers seront là pour le cueillir. Alors il se glisse par la porte entr'ouverte et tombe nez à nez avec le sans-abri fixe armé d'un bâton, celui qui réclame régulièrement des sous du côté de l'arrêt de bus. L'homme le reconnaît et baisse son arme. « Tu ne devrais pas traîner ici. La forêt à 7 heures, c'est pas pour les gamins de ton âge. » « Allez, fiche le camp. » L'homme retourne avaler sa conserve de sardines dans un coin de la pièce. La flamme d'une bougie vacille et éclaire son visage abîmé. Sur les murs ont été peints des anges avec des grandes ailes déployées. Naël est gelé et fatigué. Il fait un pas vers l'intérieur. Il sent que l'homme ne lui fera pas de mal. Donc là, on a la cabane. Et donc là, on a l'ange et l'homme. Je vais y arriver. Voilà. Là, ici, c'est le SDF. Ensuite, le SDF relève ses yeux brillants. Après un long silence, il invite finalement le jeune visiteur à partager son repas. Il ouvre une nouvelle boîte de sardines qui lui tend. « Goûte, elles sont bonnes. » Naël s'installe à côté de cet homme qui empeste l'alcool mais qui lui offre le peu qu'il a. Du bout des doigts, il glisse les poissons peu ragoûtants au fond de sa gorge. Après avoir avalé dans une grimace, il parcourt la pièce des yeux. Il repère les volets bleus cassés disposés dans un coin qui ont été décrochés des fenêtres et en partie détruits pour faire du feu. Sur le mur, proche de la porte, on peut voir des marques au feutre, le genre de graduation que les parents font au fur et à mesure que leurs enfants grandissent. Il plisse les yeux, arrive à lire la dernière graduation indiquant 1,50 m. C'était encore sa taille il y a quelques mois. Un ado a dû y vivre ici avant que des connexions se créent alors dans son esprit. Dites, vous savez si un certain Léo a vécu ici ? Oui, Léo Lacan, c'était sa maison. Pourquoi tu t'intéresses à lui ? Des élèves au collège m'ont parlé de lui, Naël. Il raconte qu'il a disparu. Les yeux du SDF roulent dans leurs orbites. Il a du mal à se concentrer, sans doute qu'il a trop bu. Oui, c'est vrai. C'était le 1er décembre de l'année dernière. Pour le reste, je ne sais plus. C'était dans les journaux de l'époque. J'ai oublié. Naël est parcouru d'un frisson. L'année dernière ? Alors tout est bien réel ? Son sang se glace. L'homme empile les boîtes dans un coin et va se rouler dans son duvet. Donc là, on a l'homme qui pleure. Et là, ici, on a la porte avec les degrés des mètres. Et puis la porte, là, qui est coincée. Ça se voit que t'es pas un homme sûr de toi. T'es comme une âme en peine entre 2 mondes. Tu dois te battre pour rester en vie. Tu comprends ça ? Choisis ta lumière, gamin, plutôt que l'obscurité. 2 minutes plus tard, il ronfle. Naël regarde sa montre. Il n'a pas vu le temps passer. Il est presque 2 heures du matin. Les policiers ne seront plus là. Il rentre chez lui en passant par les routes bien éclairées. Dès qu'il franchit le pas de la porte de sa maison, son frère lui tombe dessus complètement paniqué. Il lui attrape l'épaule fermement. « Naël, bon sang, j'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. J'ai vu la police. Qu'est-ce qui t'a pris ? On pourra parler de ça demain. Il est tard. » Mathis pousse un long soupir. « Mec, sérieux, t'abuses. T'auras intérêt à me donner une bonne raison pour les pneus du voisin. Va te pieuter maintenant. » Une fois dans sa chambre, Naël se précipite sur son livre. Maintenant qu'il sait que Léo est bien réel, ça change tout. Il doit à tout prix connaître la suite de l'histoire. La clé de sa disparition est entre ses pages, c'est sûr.
Il ôte le fil de la date du 6 décembre. Donc là, on a le livre avec la date et là, les points de suture. La nuit arrive, il va couper la lumière bientôt. J'ai pas envie d'écrire, mais faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Pour que les gens sachent ce qui s'est passé ici. Hier, j'ai enfin vu le mal. Ça s'est passé comme ça. Il trouve le bout de tissu par terre et ça le rend dingue. Il entre brusquement dans la chambre en laissant la lumière. Je hurle quand je le vois, en me roulant en boule. C'est son visage. Ce n'est pas un visage, c'est une abomination. Un masque lui recouvre toute la tête, sous le crâne. Chauve, deux gros yeux ronds me fixent. Pas de pupilles, rien, juste du jaune fluo. Et sa gueule, une espèce de mâchoire grande ouverte avec des rangées et des rangées de crocs. On dirait des raies comme s'il avait arraché des dents et je ne sais pas quel animal pour se les coller dessus. Le reste du masque est tout noir, écailleux comme la peau d'un serpent géant. Je ne peux plus bouger tellement je flippe et il reste là, dans l'entrée, sans bouger. Je ne sais pas ce qu'il mijote, peut-être qu'il réfléchit à la façon dont il va me tuer. Est-ce qu'il va m'arracher la chair? Est-ce que c'est ça son truc, tuer ses victimes pour fabriquer des masques affreux? Et là, d'un coup, il fonce sur mon journal au pied du lit. Il l'ouvre comme un fou, tourne les pages super vite. Il s'énerve de plus en plus et finit par le balancer par terre. C'est comme ça que je percute. Il sait pas lire. Cette espèce de monstre géant peut pas comprendre. Un seul mot de ce que j'écris et ça le rend dingue. C'est pour ça qu'il m'a filé que des feutres. Il voulait que je fasse des dessins. Il finit par ressortir et referme à clé derrière lui. Il n'a pas embarqué les feutres et le cahier. Tu veux des dessins, c'est ça? Ok, tu vas en avoir. Je suis plus flippée, je suis furax. J'ai pris les feutres et j'ai dessiné sa tête de monstre sur la couverture. Il va me défoncer pour ça. Il sait peut-être pas lire, mais il peut quand même me faire très mal. Sale monstre, je te hais, je te hais, je te hais. Quand les policiers vont te retrouver, j'espère qu'ils te mettront en cage jusqu'à ta mort. Tu vas voir ce que ça fait d'être enfermé, espèce de taré. Donc là, ici, on voit tout ce qu'il a écrit. Et donc ensuite, on retrouve Naël. Naël referme le livre et fixe l'effrayante tête sur la couverture. Il imagine sans mal la terreur de Léo face à cette abomination. C'est pire qu'un cauchemar. Pris d'un soudain frisson, il glisse le livre dans un tiroir. Il se réfugie sous ses draps. En s'endormant, il pense encore à ce garçon auquel il s'attache de plus en plus. Ce qui lui est arrivé aurait pu lui arriver à lui. Ils ont le même âge. Il aimerait tellement lui venir en aide, mais comment? Est-il toujours vivant? Et si oui, où est-il? Et voilà, comment ça finit. Donc là, on a Naël avec une ombre. Et donc, là, c'est le 7 décembre. Voilà, donc ça sera demain. Bon, bah écoutez, on verra ce que demain ça va donner. J'espère que cette histoire continue de vous plaire. Écoutez, moi je suis toujours en train de lire Franck Tillier à retardement. Je suis presque à la fin, je ne l'ai pas encore fini. J'ai beaucoup de mal à lire parce qu'on fait beaucoup de choses avec ma mère. On sort pas mal. Et comme vous le voyez, donc je suis en train, donc de l'autre côté, Justine, de faire mon petit village de Noël. Donc on a commencé ce matin. Et donc on continuera demain matin tranquillement. Voilà, donc bah écoutez, demain je vais vous faire une nouvelle vidéo. Donc ça sera peut-être un mini book-haul. Je vais voir si ça sera toujours ça. Vous verrez ça demain. Je vous ferai ma vidéo tôt le matin parce que l'après-midi je ne suis pas là. Je vais à l'anniversaire de mon neveu qui a 10 ans. Et voilà. Donc je vous souhaite une excellente fin de week-end. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais bon, enfin, bref. Et je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.